Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics avec toujours un tout petit peu de spoil. Donc si vous n'êtes pas à jour sur un titre en particulier, n'ayez pas peur, il y a le chapitrage en description, il y a le timer de chacun des titres dont je vais parler aujourd'hui. Et sur ce, on commence maintenant. On commence avec l'un de mes chouchous, March comme il like a Lion, tome 15. Ce tome est fabuleux. Voilà, c'est l'un de mes tomes préférés, je pense. Alors, il y a 3 grosses histoires dans ce tome-là. Déjà, les 2 premiers chapitres de ce tome concluent l'arc de la camère scolaire, du festival de l'école, etc., qui avait commencé dans le tome précédent, avec Kiriyama qui déclare sa flamme à Ina. Et là, j'avoue, j'ai fondu, j'ai pleuré, j'ai crié quand il lui dit « je t'aime ». Et l'autre a dit « c'est vrai ?» Il dit « oui, je t'aime, je veux sortir avec toi, je veux me marier, c'est fait, je veux qu'on fasse ça ». Là, j'ai fondu. Et après, bon, on a 5 chapitres où il y a un adversaire de Kiriyama au shogi. C'est sympa, mais c'est pas ça que je voulais voir. Après, on a 6 chapitres sur Kiriyama en mode introspection. C'est sympa, mais c'est pas ça que je voulais voir. Moi, après une déclaration, je voulais quoi? Je voulais 200 pages où ils se font des câlins, des bisous et ils font des rendez-vous. C'est ça que je voulais voir, c'est pas des longs passages de shogi, ça je m'en fous maintenant du shogi. Moi je veux des câlins, je veux des bisous. Voilà, c'est ça que je veux. Donc j'ai hâte de voir en tout cas les prochains tomes de March comme Lion parce que c'est sûr et certain que ça va être le feu. C'est génial, lisez ça, c'est trop bien. C'est mignon, ça parle de shogi mais pas que, ça parle de sentiments, ça parle d'amour, c'est trop bien. Avec ces super couvertures qui sont dégueulasses, mais sinon, March comme Lion, c'est trop bien. Je bégaye, mais je m'en bats les couilles, c'est trop bien. On parle maintenant de manga de Ki-hoon avec Rêverie d'Emanon, donc qui est le 4e one-shot autour du personnage d'Emanon, qui avait commencé il y a... ça fait 5 ans déjà que ça a commencé, Manon je crois, peut-être moins que ça, peut-être 3 ans, et c'est toujours aussi bien, le dessin de l'auteur est fantastique. Là on est sur la période 80-90, et j'avoue que, je sais que dans le tome précédent c'était déjà un petit peu ça, mais l'auteur, j'ai l'impression qu'il balance des petits indices, il pose des petits trucs qu'il va réutiliser plus tard. Genre, par exemple, il y a 2 tomes, on nous avait parlé du frère jumeau de Emanon, qui pouvait savoir où elle était. On n'en sait pas plus. On l'a pas revu. Là, on nous parle d'un mec qui est télépathe et qui dit on aura des enfants ensemble, on est fait pour se marier, pour avoir des enfants. Quand est-ce qu'on le reverra? Je ne sais pas. On voit Ikari, une fille qui voyage dans le temps et qui a rencontré Manon à différentes époques de sa vie. Quand est-ce qu'on la reverra? Parce que ça fait un petit délire à la Doctor Who où ils vont rencontrer des personnages à différentes époques, mais ils sont pas rencontrés en même temps. Genre par exemple, là, dans ce tome-là, Manon rencontre Ikari à la fin de sa vie, mais après elle revoit Ikari plus jeune et elle dit ouais, c'est gentil de t'avoir occupé de moi quand j'étais vieille. Et tu fais ouah, les petits au courant de tout ça, ça devient n'importe quoi. Ça se trouve, après elle va rencontrer pour la première fois Ikari, ça va être génial, c'est énorme. Et j'avoue que je sais pas trop ce tome-là, il pose des indices pour plus tard, je pense. Notamment, en plus, on a le personnage qu'on a là-dedans, c'est le Emanon qu'on avait vu avant, parce que le mari à lunettes qu'on voit dans ce tome-là, on l'avait déjà vu dans le tome précédent, si je dis pas de bêtises, j'avais refeuilleté un petit peu mes tomes, mais en tout cas, Emanon, c'est super bien. Alors, j'avoue que j'ai pas raconté de quoi ça parlait. On suit une jeune fille qui, quand elle tombe enceinte et qu'elle met au monde un enfant, elle devient une loque, et en fait, tous ses souvenirs sont téléchargés vers son enfant, qui a tous les souvenirs de ses ancêtres depuis le début de l'humanité. C'est génialissime, le dessin est super propre, à lire absolument. Aria, The Masterpiece, tome 5, avec en couverture Alice. C'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi plaisant, c'est 350 pages de pure détente, de pure... Voilà, je suis des petites filles en tenue moulante qui font de la natation. C'est dégueulasse ce que je dis, mais c'est un peu ça. Non, franchement, c'est une super lecture reposante. Déjà avec le personnage de... Je sais plus comment... non, c'est pas Akira, c'est Akia, je crois. C'est la fille aux cheveux courtes qui est en couverture du tome 3. Qui a ses cheveux qui brûlent, donc on lui coupe, elle fait une nouvelle coupe, et sa rencontre avec le petit gamin à lunettes, avec qui elle est amoureux, le petit fleur, tout le regarde et fait ah c'est bien sa nouvelle coupe, et elle dit mais vas-y galoche-moi. C'est horrible ce que je dis, mais voilà, c'est un petit peu ça. Non, franchement, Aria c'est toujours aussi bien, l'édition, franchement, Ki-hoon il se fout pas de notre gueule, le petit truc doré, enfin Aria j'ai pas grand chose à dire parce que les tomes se suivent, se ressemblent, c'est une petite lecture détente, c'est la petite lecture au bord de la piscine, au bord de la mer, tu lis ça, il y a le soleil, tu prends des rayons de soleil en lisant sur la plage, c'est génial. Lisez Aria, c'est trop bien, c'est une super lecture, il faudra vraiment que je commence l'autre manga de l'auteur qui est chez Ki-hoon, sur la natation, si je dis pas de conneries, ou la plongée, si je dis pas de conneries, je sais plus, mais en tout cas Aria, c'est... Genre en fait, je sais pas quoi en dire, tellement en fait, c'est une lecture plaisante. Il y a le passage où on a les origines, enfin,
l'enfance dans les personnages qui est la salamandre, qui est un petit peu amoureux de l'héroïne. Donc j'ai oublié le prénom, excusez-moi. Voilà, il y a comme histoire. J'ai bien aimé l'histoire aussi dans le cimetière. Qui avait une putain d'ambiance un petit peu glauque, avec le chat noir géant. Hein, c'est génial. Arya. Et pareil, je pense que Alice, elle a son petit copain qui est derrière, là, qu'on voit ici, là, qui a une drôle de tête et avec qui il lance des anneaux. Ça sent le petit flirt un peu moins que les autres, mais ça va venir. Dans les 2 prochains tomes, je suis sûr et certain que ça va venir le petit flirt. Mais en tout cas, Arya, trop bien. Cette collection, cette édition, un bijou. Avant-dernier tome de Relife, le prochain tome, le 15, sera le dernier, c'est même dit à la fin de ce tome-là. Et ça sent, c'est la fin là avec ce tome-là, c'est émotion sur 20. Alors déjà le petit début où c'est le nouvel an, et donc ils vont récupérer leur petit truc japonais, leur petit truc de chance, où c'est genre bonne chance, grande chance, et que le héros a mauvaise chance, et tu te dis, oh putain ça sent pas bien pour la suite. Ça sent pas bon pour la suite, même si je pense que ça va sentir bon pour la suite. Franchement, c'est super bien. Là, le passage où on nous dit, bah, c'est inévitable qu'à la fin du Relife, le héros va perdre les souvenirs de la fille et que la fille va perdre les souvenirs du héros, car ils ont tous les deux en Relife. Tu te dis, merde, ils s'aiment, ils vont s'épouser, ne faites pas ça. Et là, il y a toute une tension qui se crée là-dessus. Même les mecs qui les suivent, qui les observent, sont en train de dire, mais non, faites pas ça, ils s'aiment, ils sont amoureux, il faut qu'ils s'aiment jusqu'au bout. Et le prochain tome, il va être puissant en émotion, il va y avoir des lames, il va y avoir du kokoro qui va se briser, je le sens gros comme une maison. En tout cas, j'ai hâte de lire le prochain et dernier tome de Relife. Et si vous n'avez pas encore commencé, allez-y. Relife, c'est une super série entièrement en couleur, pour un prix qui est quand même pas dégueulasse, c'est au prix normal d'un manga, mais avec un bon papier et de la couleur. Donc Relife, je conseille toujours, c'est un super titre. Mais j'appréhende la fin. Très clairement, j'appréhende la fin. Là, le prochain, je sens que je vais pleurer. C'est sûr et certain. Echo, tome 5. Je pense vraiment qu'avec ce tome-là, on est dans les derniers tomes de la série. Je pense encore 1 ou 2. Allez, grand maxi 3 et c'est terminé. Là, je pense qu'on est vraiment dans la fin de la série. Déjà, on a une grosse révélation sur le personnage de Kazu, donc le frère jumeau de Senri. Et on découvre un petit peu tout ce qu'il a vécu, on va dire, en parallèle de son frère. Ça, c'est le genre de choses que je pensais qu'on découvrirait à la toute fin du manga, où on nous montrerait toute sa vie, et qu'en fait, depuis le début, il observait, il faisait ça, alors que pas du tout. Et on découvre pourquoi la cicatrice, on découvre que il a pris une balle en pleine tête, qu'en fait, il peut s'évanouir à n'importe quel moment, et que il n'y a aucun symptôme qui survient avant, et qu'un jour, il va tomber dans le coma, et qu'il va jamais se réveiller. Et là, le tome se termine, il est en voiture, enfin, il est en moto, il tombe en coma, et ça se finit là-dessus, tu te dis, merde, est-ce qu'il va survivre ou pas? Après, le reste sur Senri, j'ai un peu décroché sur l'histoire de Senri et tout ça. J'avoue, sur l'enquête, je commence un petit peu à décrocher et je pense que j'attends la fin maintenant pour me relire l'histoire parce que Keisambe, j'aime bien ces histoires, mais j'avoue que Erased, j'ai tout lu d'un coup et j'ai beaucoup plus savouré l'histoire que acheter un tome tous les 3-4 mois et attendre entre 3-4 mois l'enquête. Pour un manga d'enquête, c'est quand même plus intéressant de tout lire d'un coup parce que tout est frais dans notre tête. Là, j'avoue que des fois, il y a des trucs que j'ai un peu oubliés. Mais le gros passage que j'ai aimé dans ce tome-là, c'est quand il y a un flic qui va lui montrer un truc et il va voir un gamin et que le gamin croit que c'est son père. Et il dit, ah, t'es mon papa? Il fait, non. Et le gamin, il est en mode, l'espoir arrive, et après, c'est le désespoir. Et en 2 pages, t'as l'espoir, le désespoir, c'est horrible. Et t'as Senri qui est en mode, ah ouais, c'est ce que j'ai vécu aussi, c'est chaud. Donc, ouais, Echo, c'est bien. Mais maintenant, je pense que je vais peut-être mettre le manga en pause et attendre que ça se termine pour tout lire d'un coup. Prisonnier Riku, tome 35 sur 38. Il reste plus que 3 tomes, donc si on garde l'allure de 1 tome par trimestre, l'année prochaine, Prisonnier Riku en 2021 est terminé. Ça y est, Riku sera libéré en France en 2021. Est-ce qu'on aura l'auteur qui va venir à la Japan Expo 2021? J'y crois pas trop parce que c'est pas non plus un auteur qui vend des masses chez Akata, mais ça serait tellement fabuleux qu'il vienne en France. Lui qui veut venir en France pour la fin de son manga, ça serait fabuleux qu'il vienne. Le tome est super bien. Juste, là, le petit truc où je me dis, j'aurais aimé, c'est voir Eda. Parce que dans ce tome-là, Eda, le gros costaud avec la banane qui fait du baseball, qui est charpentier aussi, il avait de quoi faire un truc de malade. Enfin, il a fait un truc de malade plutôt dans le tome, et il aurait mérité d'être en couverture. Bon, c'est Riku, j'aurais préféré Eda. Après, c'est juste mon avis personnel. Eda qui est fabuleux dans ce tome-là. Il y a les passages aussi avec Kidoin, qui est fabuleux. Il y a une double page où il pète un plomb, il a une gueule qui fait super peur. Il y a le passage aussi, il y a son garde du corps, son lieutenant numéro 1, qui dit « Je vais vous protéger » et qu'il est en mode bébé. Et j'ai fait « Waouh, je comprends maintenant cette page que j'ai vue il y a genre 2-3 ans sur Twitter où tu voyais Kidoin bébé. Et maintenant, je comprends pourquoi. » C'est fabuleux.
Prisonnier Riku, c'est à lire, c'est à vivre, et à chaque fois en plus je dévore le tome en quelques minutes, en un quart d'heure j'ai fini le tome et je suis en train de me dire ah, dans 3 mois c'est la suite. Donc Prisonnier Riku à lire si vous connaissez pas, mais allez-y, là on est vraiment à la toute fin, dans 1 an c'est terminé, et lisez avant que ça devienne plus difficilement trouvable. J'ai lu l'intégrale de Night of Sidonia, donc les 15 tomes de cette série de Tsutomu Niai, donc le papa de Blame, ou de Blam, de Aposeism, ou de Biomega, donc moi qui voulais me faire un petit peu toute la rétrospective de l'auteur au fur et à mesure avant de réellement commencer Aposeism, bah maintenant je peux commencer Aposeism parce que j'ai lu sa dernière œuvre en date, et j'ai rien compris. Voilà, c'est à chaque fois que je finis une œuvre de Tsutomu Niai, ma première réflexion c'est j'ai rien compris. Et là j'avoue que j'ai absolument rien pité. Alors vers la fin, j'avais l'impression de même plus lire les textes parce que je comprenais rien. Donc je veux dire, quitte à rien comprendre, autant plus lire les textes. J'abuse un petit peu en disant ça, mais c'est vrai que on est direct, on est dans l'espace. Le vaisseau est déjà dans l'espace, on va faire un truc. Ils disent ouais, il y a les machins qui nous attaquent. Tu dis quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Que les gomas, c'est quoi ça? Les mecs ils se battent, c'est n'importe quoi. Tu comprends rien. De toute façon, c'est toujours comme ça avec Tsutomu Niai. Il faut lire, relire, relire l'œuvre 10 000 fois avant de bien tout comprendre. Blame, tout le monde m'a dit que c'était comme ça. Biomega et Night of Sidonia, c'est pareil. Et j'avoue que je le relirai une autre fois, pas tout de suite, mais en tout cas, c'était pas mal. Le gros, on va dire, bémol, on va dire le truc qui m'a vraiment sauté aux yeux avec ce tome-là, c'est à quel point l'auteur a fait du fanservice. Il y a énormément de scènes de nudité, de tétons à l'air, de fesses à l'air. Il n'y avait pas autant de scènes comme ça dans Blame et Biomega, et j'espère qu'il n'y en aura pas autant dans Aposeism. Après, ça ne dénature pas l'œuvre, l'œuvre n'est pas moins bonne à cause de ça, mais c'est vrai que ça m'a sauté aux yeux par rapport aux autres œuvres. Et c'est vrai que là, je vois quand même l'évolution entre Blame, Biomega, où Biomega déjà commencé à s'éclaircir un petit peu en termes de dessin, beaucoup moins noir. Là, il n'y a quasiment plus d'encre noire, quasiment plus. Et là où dans Aposeism, c'est quasiment que du blanc, hein. Il y a juste un petit peu de trait pour faire genre, mais le reste c'est que du blanc. Et c'est pas mal, hein. J'avoue que c'est une bonne œuvre de SF, space opéra, mais il faut s'accrocher, ça part dans tous les sens. Et je pense que j'ai peut-être lu aussi un petit peu rapidement, des fois j'avais peut-être un petit peu trop vite, j'enchaînais les tomes, et j'aurais dû peut-être lire un tome, digérer, réfléchir à ce que j'ai lu, peut-être relire le tome avant de passer au suivant. Chose que j'ai pas faite, mais je ferai ça peut-être pour Aposeism, pour bien comprendre toute la série. Parce que là, par contre, c'est sûr que je pars sur une série où ça va durer plusieurs années. Donc si déjà je décroche au bout de 5 tomes, ça va pas le faire sur la suite. Libraire jusqu'à l'os Onda-san, tome 3 sur 4. Donc avant-dernier tome de cette série humoristique sur le monde des libraires japonais. C'est toujours aussi barré, toujours aussi tordu. Là, le tome met beaucoup l'accent sur le rangement des nouveautés, le fait que les éditeurs balancent beaucoup de nouveautés, et que les libraires, ils mettent des nouveautés, le lendemain, ils en reçoivent des nouveaux. Ils font, les nouveautés d'hier, on les pousse, on met les nouvelles, et il y en a encore des nouvelles. Ah, on fait comment? Parce que là, il y a les nouveautés d'hier, d'avant-hier et d'aujourd'hui qui arrivent, et demain, il va y encore avoir des nouveautés. Et il y a beaucoup là, il y a une sorte de petite critique du fait que les éditeurs jouent beaucoup trop sur la carte de la nouveauté, et ce qui fait que les libraires n'arrivent pas à suivre. Et là, c'est un petit peu mis en avant, alors toujours avec un petit ton d'humoristique, mais et je sais que pour aller souvent chez mon libraire Ayaku Shop, c'est vrai que des fois, t'as l'impression qu'il est un peu noyé sous les bouquins, parce que tu mets beaucoup de nouveautés, t'essaies de les... Alors je sais qu'il essaie de mettre les nouveautés au moins un mois en rayon avant de les mettre dans l'arrière-boutique, et c'est vrai que quand il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent en même temps, et beaucoup de titres qui arrivent en même temps, t'as une pile de bouquins, tu fais je prends quoi? Et tu dis mais... Comment ils ont mis ça en rayon, c'est pas possible. Et alors chez la Fnac et compagnie qui ont des étalages de ouf, je sais pas comment ils font eux aussi. Et autre passage que j'ai beaucoup aimé, alors ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit, mais il y a un passage où il parle du prix et en fait t'as des gamins qui arrivent, il fait « Ah, on voudrait ce manga là monsieur !» Il prend le bouquin, il scanne, il voit qu'ils ont mis genre 400 yens, et il y a marqué 400 yens hors taxe. Et donc avec la TVA c'est genre il y a 10 yens de plus, et il fait il faut 10 yens de plus, et tu vois les gamins ils sont en mode « Oh, on va faire comment pour notre manga ?» Alors mère elle a fait « Ouais, j'ai oublié, tenez, prenez les pièces en plus les gamins !» Et c'était à moi d'heure, tu vois les gamins ils sont en mode, ils sont figés, ils ont les larmes qui tombent d'un coup, et nous tu fais « Bah ouais mais c'est le prix de TVA, je peux ouais, faut que vous me le payiez aussi la TVA. » Et il est un peu gêné le Honda-san, et franchement ça m'a fait mourir de rire ce passage là. Voilà, si vous cherchez un petit truc sympathique, 4 tomes, hein, prenez ça, c'est à mourir de rire. Ou alors déjà regardez sur Crunchyroll la série d'animation qui est excellente, qui est poignante.
Demon Slayer, tome 12, un tome qui fait figure de transition après le tome précédent où ils avaient défait la 6ème lune supérieure avec Tengen Uzui dans le quartier des plaisirs, donc Tengen Uzui qui était le pilier du son. Là, on est vraiment dans un tome où Tanjiro, bah déjà, avec les blessures qu'il a subies pendant l'arc précédent, il faut qu'il se repose, qu'il se remette en forme, et là, il va, déjà, il a plus de son sabre, donc il va découvrir où on forge les sabres, parce qu'il veut récupérer un sabre, parce que son forgeron lui a dit fuck, et il lui a envoyé des menaces de mort en plus, et donc il va dans le royaume, enfin le village des forgerons, de l'organisation des rôdeurs de la nuit, enfin des trancheurs de démons, enfin je sais plus comment c'est, tueurs de démons, exterminateurs de démons, je sais plus exactement, et il fait la rencontre du pilier de la brume qui est ici, et du pilier de l'amour qu'on va sûrement voir dans la prochaine couverture, et tout avant ça, l'auteur balance la gueule des lunes supérieures, donc qui sont les grands méchants, les Arrancars du monde de Demon Slayer, donc qui sont les 5 plus puissants démons après Mugen, donc qui est c'est Muzan plutôt, qui est donc le big boss des démons. Donc on voit la première, la deuxième, la cinquième, la sixième étant morte, et donc c'était la plus faible des lunes supérieures sur les 12 lunes qui protègent Muzan. Et j'avoue que la première lune supérieure, putain de dégaine. Alors, vu son apparence, vu ce qu'on voit comme flashback, vu les trucs qu'on voit dans le tome, tu sens qu'il y a un putain de lien entre la première lune supérieure et Tanjiro. On verra dans les prochains tomes. En tout cas, là, ça va être de toute façon une succession d'arcs où on va voir les lunes supérieures se battre contre les piliers. Là, on a la 4ème, je crois, si je dis pas de bêtises, qui arrive et qui va foutre le Dawa. Avec, en plus, il a quand même 2 piliers à s'affronter. Plus Tanjiro. Plus, il y a aussi le mec avec la crête et qui se bat avec un flingue. Parce que je me souviens un petit peu des tomes, parce que je crois que c'est à partir de ce tome-là ou le tome suivant que je me suis un petit peu arrêté en scan, ou jusqu'au moment peut-être au tome 14, si je dis pas de bêtises, et je crois qu'il se bat avec un gun, le mec avec la crête qu'on voit avec une putain de cicatrice dans ce tome-là, et Demon Slayer, c'est génial à lire. Lisez, c'est trop bien, c'est un bon shonen, moi j'adore. Orient, tome 4, on avait laissé dans le tome précédent Kojiro et Musashi avec les fameux sabres ultimes, les sabres de personnages de Bleach qui ont des pouvoirs ultimes, donc les sabres Kitetsu, qui donc en fait il faut les toucher et après il y a une sorte de synchronisation, harmonie, contrat qui va être fait entre le porteur et le sabre. Et à ma grande surprise, Musashi est rejeté parce qu'en fait il fait partie d'une... Alors, il y a un délire, ils expliquent qu'il y a une sorte de catégorie de classe pour les porteurs de sabre Kitetsu, qui sont donc de 5 couleurs. Ça me fait penser un petit peu au... Alors, ils donnent pas d'éléments, ils donnent des couleurs. Et quand je vois une étoile, je me dis... Ça me fait penser un petit peu aux éléments japonais. Donc, vous savez, c'est... qui sont un peu ceux de Naruto. Donc, non, c'est même pas ceux de Naruto, je dis une connerie. Parce qu'il y a le bois. Donc, c'est le bois, l'acier, le feu, l'eau et la terre. Où c'est genre... l'eau éteint le feu fait fondre le métal tranche le bois vit dans la terre et la terre absorbe l'eau. C'est un peu ce principe-là. Je pense qu'ils ont repris ce principe-là. Forcément, après le système d'étoiles à 8 branches de Magi, on part à un système plus simple de 5 branches. Et donc, Kojiro fait partie du bleu, donc je pense c'est l'eau. Et Musashi ne fait partie de rien du tout. Il est de la couleur noire, donc sûrement les ténèbres, un truc comme ça. Je pensais qu'il serait plutôt du feu, tu vois. Quand j'ai vu le truc, je dis ah, c'est le feu. Non, c'est rien. Et donc, il dit bah merde, je serais pas un sabreur. Et il y a un mec qui arrive, celui qui est en couverture, qui a la bootleg de Mihawk dans le dos, là, le grand sabre à la Mihawk, et qui dit non mais moi aussi je suis le rat noir, t'inquiète pas, on va te montrer comment réussir, faut que t'absorbes les minerais noirs en toi pour devenir super fort. Minerais noirs, la façon dont c'est dessiné, ça pue la classe, je trouve ça super bien. L'auteur de toute façon en termes de dessin, c'est un monstre. Et on a aussi beaucoup de flashbacks sur Musashi et Kojiro, leur amitié, comment ils sont devenus potes, et j'avoue que j'ai limite lâché une petite larme, c'est quand on voit un passage où il n'y a que Musashi qui a rencontré le père de Kojiro et qui a lancé des cailloux en lui disant ouais, lance des cailloux, c'est un connard, et il fait bah j'ai pas le choix, et que le père comprend qu'il a pas le choix et qui dit bon bah c'est pas grave, allez je prends le caillou en pleine gueule. J'avoue, le passage où Musashi est en mode mais je vais pas le faire, mais je suis obligé, il lui lance le caillou, ah j'étais un petit peu dévasté. Orient, j'avoue que je commence à bien apprécier le titre, franchement je suis dedans là, à fond. To Your Eternity, tome 13, un tome qui commence le nouveau cycle qui avait été annoncé dans le tome précédent, donc un cycle qui quitte un petit peu, qui quitte totalement même le monde médiéval, fantastique qu'on a vu pendant 12 tomes, pour être dans un manga qui se veut, qui est contemporain en fait, c'est notre époque, plus ou moins. Il n'y a pas de date qui est donnée exactement, parce que de toute façon, ça n'a jamais été dit que c'était notre monde, exactement notre monde, c'était vraiment le Japon, la France, l'Allemagne, etc. Là, ça sent que ça ressemble un petit peu à Tokyo. C'est pas dit que c'est Tokyo, ça donne pas l'époque exacte, mais on va dire que c'est le Japon, on va dire 2020, on va dire ça comme ça. Et
Je sais pas où veut aller l'auteur avec cet homme-là pour l'instant. Est-ce qu'ils disent qu'on est dans un monde où ça y est, le héros Im a éradiqué toutes les menaces, donc les menaces, les Knockers, pendant des milliers d'années. Il est resté figé dans un arbre et il a fait proliférer ses racines sur toute l'humanité, sur toute la planète, pour éliminer les Knockers. Et là, donc, on est dans un monde où il y aura normalement plus de méchants, d'adversaires. Donc, quoi raconter? En plus, alors ça, j'avoue que j'étais moyen, c'est que Im ramène tous ses potes à la vie, ce qui fait que tous les gens qu'on a côtoyés pendant 12 tomes reviennent à la vie à notre époque contemporaine. J'aurais préféré qu'il ne fasse pas ça, qu'ils se retrouvent tout seuls dans ce monde en lui disant tu peux pas les ramener, ils sont morts depuis trop longtemps. Ça aurait été bien mieux qu'ils soient un petit peu perdus. Là, il y a tous ces potes qui reviennent. C'est dommage, c'est qu'ils vont mettre en retrait d'autres personnages qui auraient été intéressants à développer, des nouveaux personnages, notamment une fille qu'on voit depuis, qu'on a vu dans le tome précédent, qui est la descendante d'Ayase, donc du clan d'Ayase, et ça va être la grande menace de ce nouveau cycle. J'attends énormément de ce personnage-là, de toute façon ça va être un truc de ouf. Surtout que Im, pour l'instant, fait pas le lien entre elle et Ayase, donc qui était sa némésis quand même, elle détestait absolument, enfin elle détestait ce personnage-là et ses descendants. Donc là, est-ce qu'on va voir un méga arc où elle va essayer de charmer Im et donc accomplir l'objectif de Ayase depuis toujours, on va dire, parce que le dernier qu'on avait vu voulait absolument copuler avec Im, il n'a pas réussi, si je dis pas de conneries, et donc là, est-ce qu'elle va réussir à avoir un enfant avec Im? On verra. Voilà, je sais pas trop ce que l'auteur veut raconter là avec ce nouveau cycle. Même je crois que j'étais un petit peu perdu depuis quelques tomes avec To Your Eternity. Là au moins on repart sur des bonnes bases, ce qui fait que même si j'ai pas trop de souvenirs de ce qui s'est passé avant, au moins là on est sur un nouveau cycle, une nouvelle époque, une nouvelle temporalité. Je peux me dire, bon, s'il y a des trucs que j'ai oubliés, c'est pas grave. Mais voilà, To Your Eternity c'est très bien. En plus, normalement en 2021 on va avoir une série d'animations à regarder, ça va être le feu, c'est sûr et certain. Donc voilà, c'était ma vidéo, mes lectures, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez, ça fait toujours plaisir. Et en description, il y a des liens vers mon Twitter, mon Discord et mon Instagram. Et moi je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde.